C'est parti pour la Ligue 2. On va parler un petit peu de la Ligue 2. Et puis, euh, et puis on va justement accueillir Romain Molina qui va nous parler justement. Il a fait une petite vidéo ces derniers jours où justement il parlait de rencontres peut-être arrangées. Donc on va justement en parler avec lui dans quelques minutes. C'est bon, on a trouvé. Bon, l'agencement du studio, pour vous dire, a été un petit peu modifié. Donc, forcément, tout a été basculé à droite, rebasculé à gauche. Donc, on était un petit peu perdu. Donc, on va accueillir Romain Molina. Bonsoir, Romain. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va et vous? Bah, ça va parfaitement bien. Ça va bien. Alors, on vous accueille ce soir parce que vous avez fait une vidéo il y a quelques jours, si je ne me trompe Ouais, pas. Comment? c'est bien ça, c'est bien ça. Il y a quelques jours, justement, vous parliez justement de rencontres qui auraient pu, on va employer le conditionnel, pu être arrangées. Et celle Mhm. de Sochaux, en tout cas, en faisait peut-être. Pardon, faisait peut-être partie. Alors depuis, ça a défrayé un petit peu la chronique, parce que je ne vous cache pas que même notre page, on a demandé aux auditeurs de poser des questions un petit peu explosé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bon, déjà, la première chose, il faut penser 2 minutes. Si je prends le risque de sortir ça, de perdre à peu près 10 ans de crédibilité de boulot, et moi, j'ai rien à y gagner à sortir ça. À part des emmerdes, des menaces et des insultes, notamment de l'Est républicain, mais ça, je pourrais y revenir, j'ai rien à y gagner, hein. Si j'y fais, c'est juste parce que je crois encore dans la beauté de ce sport et enfin, moi, ça m'a choqué niveau moralité, mais moi, j'ai rien à y gagner à part des emmerdes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je mets pas le conditionnel, hein. Moi, je suis certain de ce que j'ai. Et j'ai transmis tout aux autorités. Bah, c'est pour ça que dans ma vidéo, je peux pas balancer tout et dire qui m'en parle et d'où ça vient, les preuves que j'ai. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le secret de l'enquête. Oui. Moi, j'ai juste fait ça parce que j'ai eu une peur à un moment donné avec d'autres, parce que je sais que des affaires dans le passé qui ont été mises sous silence par la Fédération française de foot. Et je me suis dit, moi, je reste à mon niveau. Moi, j'ai pas les moyens d'aller plus loin après. Moi, j'ai transmis tout le dossier aux autorités, qui est, je pense, bien fourni. Maintenant, moi, j'ai pas les moyens d'aller plus loin. Là, ma seule manière, c'est d'alerter un peu l'opinion et de dire, faites attention les gars, les matchs truqués, il y en a de partout. Il faut pas croire qu'ils ne passent pas les Vosges, les Alpes et les Pyrénées, hein. Malheureusement, ça existe aussi chez nous parfois, quoi. Et ça Donc, veut pas dire que les deux équipes ont truqué un match. C'est pas du tout ça le pro. Ça peut être très bien deux joueurs de l'équipe adverse. Donc au lieu de tomber dessus, moi j'ai jamais accusé Sochaux ou Grenoble ou quiconque, hein. Ça peut être deux oui. individus et ça suffit largement pour truquer un match, hein. Donc en fait, vous vous positionnez en tant que lanceur d'alerte pour pouvoir prévenir les Sur autorités ça, qu'il y a oui, quelque parce chose. que après moi j'ai pas les moyens de mener une enquête criminelle. Je suis pas détective, je suis pas juge, je suis pas policier. Je reste à mon niveau. Mais par contre là, j'avais suffisamment d'éléments et je suis pas le seul parce que faut quand même bien se rendre compte qu'il y a le parquet national financier qui avait été saisi par quelqu'un de l'étranger. J'ai appris il y a 3 jours qui avait eu les mêmes informations. Donc ça pose question de comment quelqu'un de l'étranger a aussi saisi les autorités françaises 3 jours avant les matchs, je crois, que ces deux matchs-là, Rodez-la-Duchère et Sochaux-Grenoble, il y avait un arrangement. De quelconque manière que ce soit, hein. J'ai pas dit que c'est deux équipes entre elles, j'ai pas dit parce qu'on ne sait pas, mais il y a eu des malversations de la part de certains acteurs. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Je peux le signer, vous le garantir, tout ce que vous voulez, quoi. Mais j'ai pas dit que ça venait de Sochaux, encore une fois, hein. Et comment ça se passe alors? Ces informations, elles arrivent directement sur votre téléphone ou on vous contacte, on vous dit il va y avoir un écart de Football. but, c'est ça ou... L'écart de but, je l'avais pour Rodez-la-Duchère. Pour Sochaux, je l'avais pas. Bah, c'est comment expliquer sans gêner le secret de l'investigation. Oui. Bon, ça fait un moment que je suis sur des trucs un peu mafieux. Pour vous donner un exemple, il y a 2 mois, j'avais parlé d'une affaire en Tunisie qui impliquait des paris en France. Oui. Aujourd'hui, c'est une enquête criminelle qui a été ouverte en France. Donc déjà, avant de penser que je suis un mythomane, il faut regarder ce que j'ai fait un petit peu, notamment à ce niveau-là. Bon, je connais des gens avec d'autres journalistes d'investigation à l'international qui sont très très proches des syndicats qui truquent des matchs ou même directement des mecs qui font ça, quoi. Donc on va dire que je peux pas tout dire, mais je pense qu'avec ça j'en ai dit suffisamment pour que les gens comprennent d'où j'ai récupéré le truc, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui font, par exemple, référence au match Béziers-Nancy. Beaucoup, hein, ça Mais revient beaucoup, où Nancy, j'ai pas de, ouais, moi je peux pas inventer ce que j'ai pas, quoi. bien Moi sûr. me base pas sur le match. Moi je me base qui est des jours avant. Je me base sur le fait qu'il y ait une alerte aussi au niveau international sur 3 matchs, je crois, du championnat de France en Ligue 2 nationale, en demandant à tous les bookmakers, faites très attention, messieurs.
regardez tous les paris, etc. C'est pas moi qui ai mis l'alerte quand même. Alors que pourtant, Donc, et il les y avait paris étaient Sochaux-Grenoble interdits. d'ailleurs dedans. Les paris Donc, avaient été désactivés pour ces rencontres puisqu'il n'y avait plus d'enjeu pour oui, une des deux l'Argel équipes. Donc fait c'est ça bien qui est son bizarre. boulot. Mais on peut parier n'importe où. Vous savez, en Asie, alors déjà, bon, moi au début, j'étais un peu profane dans les paris il y a quelques mois. Puis bon, en travaillant un petit peu, donc c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai la vérité. Par contre, je peux chercher les mecs qui connaissent. Donc j'ai interrogé, je sais pas combien de personnes qui sont dans les grands trucs internationaux de paris, contre la corruption, etc. Et quand on vous dit entre quatre yeux, mais Romain, t'es un imbécile, en Asie, ces sociétés-là, elles font un chiffre d'affaires comme celle de Coca-Cola, je dis, au début, j'y croyais pas. Donc faut s'imaginer le chiffre d'affaires de Coca-Cola, et qu'en Asie, vous avez des sociétés de paris qui ont le même chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que vous mettez 200 000 euros, mais ça passe inaperçu. Surtout, vous pouvez le faire de manière anonyme en allant au guichet. Et après, vous récupérez. Pour le Rodez de la Duchère, Rodez, il gagne par 3 buts au moins. La cote, elle était quasiment à 5. Vous récupérez 1 million. Ah oui, Ah, quand voilà. même. Donc, moi, en plus, il y a un truc qui est exceptionnel, c'est quand les clubs ont dit, notamment en national, mais voyons, ça peut pas être truqué, il n'y a pas d'enjeu. Mais là, c'est prendre les gens pour des cons. C'est justement dans les matchs sans enjeu qu'on peut truquer facilement pour des paris. Parce que personne fait gaffe. C'est justement là. Si vous regardez toutes les affaires qui sont sorties, les arrestations au Liban, au Salvador, j'en ai plein, hein, des affaires pour vous, en Albanie aussi. Il y a même des matchs amicaux qui avaient été truqués. Et j'ai les enquêtes réalisées par l'UEFA avec les arrestations, etc. Donc le premier qui me traite de lunatique, je lui ferai lire. Donc c'est très dangereux les paris. Et ça existe aussi en France, clairement. Rarement, mais ça peut exister. Et quelle peine pourraient encourir les joueurs ou les clubs si les faits s'étaient avérés vrais et pouvaient passer sous enquête de grande instance? Alors déjà, les clubs peuvent ne pas être au courant. Ça peut être très bien. Je vais vous donner un exemple que je connais, parce que je connais un joueur en Angleterre, je ne vais pas dire son nom, qui était en 6e division anglaise à l'époque. Bon. Et c'est vraiment un ami. Et un jour, il me raconte une histoire et ça va que c'est mon ami et que je le crois, parce que c'est un mec que je connais depuis très longtemps. Et il était choqué et en fait, dans son équipe, il y avait un gars qui était à l'écart. En fait, ce mec-là, il s'était fait choper en train d'avoir vendu un match parce qu'en gros, il avait dealé avec un mec, c'était un défenseur central. Souvent, vous allez corrompre un défenseur central ou un gardien. En plus, c'était pour de la merde, hein. C'était pour 2000 pounds, hein, pour 2000 euros, quoi. Enfin, c'était pas pour une grosse somme, quoi. Et bref. Sauf que le mec, il fait 1m90, donc forcément, sur les corners, il est obligé de monter. Et pas de bol pour lui, ça se tape, et en fait, la balle lui retombe dessus et il marque. Donc là, il célèbre pas le but, vous vous doutez bien, si vous avez truqué le match, etc. Et finalement, il cause un but à son équipe, mais son équipe ne perd pas, alors qu'elle devait perdre. Le mec, son poignet, le mardi à l'entraînement, il avait, vous savez, vous mettez des espèces de gants autour, comme s'il s'était blessé. Je vais pas vous expliquer ce que l'organisation lui a fait, mais voilà, quoi. Et son équipe a été au courant que le mec avait vendu le match, mais le club n'était pas impliqué du tout, c'était juste un défenseur central qu'ils avaient corrompu. Donc c'est pour ça que ça peut être juste un ou deux joueurs et ça peut suffire, par exemple. Et c'est pour ça que je ne veux pas impliquer un club autre. Maintenant, si quelqu'un est pris en France, c'est susceptible de plusieurs années de prison, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 5. Donc là, les infos que vous avez eues, vous les avez donc transmis aux autorités compétentes, c'est bien ça? Bah oui, parce que moi, je peux pas. Il faut que les gens comprennent. Moi, par des emmerdes, je n'ai rien à voir là-dedans. Et deux, moi, j'ai juste fait ça parce que j'aime le foot, quoi. Je peux pas accepter les entends. Excusez-moi l'expression, je suis désolé, c'est notre grande écoute, mais il faut appeler un chat un chat. Des mecs c'est la pure corruption et qu'on y passe sous le tapis du genre non, c'est pas grave. Mais c'est gravissime. Imaginez, le résultat, il est déjà joué à l'avance. Donc les gens, ils payent leur place pourquoi? Moi, j'ai du profond respect pour ce jeu, j'adore le foot. Je peux pas admettre ce genre de choses. Donc moi, j'ai fait juste pour ça. Et après, c'est pas moi qui ai les moyens d'aller plus loin. Faut rester à sa place. Moi, je suis pas détective. Hein. Ah, bon, après, je pense que vous comprenez aussi que ça suscite beaucoup de réactions et souvent j'ai reçu pas même très des menaces de sympathiques. mort par privé, sans déconner. Il y a des gens, quand même, ils sont malins. Là, je viens de perdre ma grand-mère et il y a des espèces d'imbéciles qui commencent à me dire, oui, je chie sur la tombe de ta mère, etc. J'espère qu'elle va mourir et tout. Donc c'est là où je me dis, mais les gens sont débiles, quoi. Comment il y a des gens qui peuvent m'envoyer ça? Comme si c'est moi aujourd'hui le criminel. Je dis juste, faites attention, quoi. Là, il y a un gros problème. Et j'ai jamais dit que c'était Sochaux ou Grenoble ou quiconque. Hein. Et moi, en ce moment, je reçois des trucs comme ça, je trouve. Par contre, ça, je trouve ça surréaliste quand même. Hein. Oui, c'est encore autre chose. Oui, surtout que vous aviez déjà parlé de Sochaux dans un article qui était assez intéressant, justement, sur le fait que Baskonia arrivait du côté du club. Et vous aviez aussi dénoncé quelques travers, notamment Je pense pas que je m'étais trompé sur Baskonia. Comment? C'est terrible ce qui arrive à Sochaux. Enfin, moi, je suis pas supporter sochalien, mais c'est quand même un club historique du football français ce qui se passe depuis des années, mais c'est un scandale. Mais c'est un pur scandale. Ça me rappelle ce qu'a connu Portsmouth en Angleterre, qui a quasiment fait une faillite complète, qui a redescendu en 4e division, c'est les fans qui ont racheté. Je
compare souvent Portsmouth et Sochaux, qui sont quand même deux clubs qui représentent quelque chose dans leur pays respectif. Moi, j'ai beaucoup de peine pour ça. Et encore une fois, cette affaire, potentiellement, les gens de Sochaux sont peut-être même pas au courant. Ça peut être très bien 2 joueurs de l'autre équipe qui ont fait ça, qui ont été approchés par une organisation, et eux, ils sont pas au courant. Et moi, j'ai jamais accusé Sochaux. Jamais de la vie. Oui. Pour accuser, il faut des preuves. La seule chose que moi, je peux dire, c'est qu'il y a un arrangement avec des acteurs du match. Ça, j'en suis sûr et certain. Je peux vous le signer, tout ce que vous voulez. Le reste, je sais pas qui exactement. J'ai pas les moyens d'aller plus loin, moi. La justice a les moyens. Si une enquête n'est pas ouverte, par contre, ça veut vraiment dire, par contre, qu'il y a un gros souci au niveau politique, parce que le dossier, il est quand même. Je peux pas donner plus que ce que j'ai donné, quoi. Là, ils ont qu'à. Oui. Mais j'ai confiance quand même à la justice de ce pays, et surtout qu'ils ont été alertés à l'étranger. Je pense que ça aussi, je l'avais pas dit, je n'avais pas l'info, mais je peux vous le confirmer. Il y a une alerte venue de l'étranger. Ils ont appelé le parquet national financier pour leur dire faites attention. Oui, parce que ça pose une question. C'est vrai que ça serait arrivé en France. Je pense que si les paris avaient été importants en France, je pense que tout de suite tout le monde aurait été alerté. Ça aurait été trop voyant. Oui, c'est parce que ça vient de l'étranger en fait. Mais non, mais c'est surtout comment ça. Enfin, moi, je n'arrive pas à expliquer. Je n'ai pas l'identité de ce monsieur qui a contacté les autorités françaises avant le match, avant les 2 matchs, pour leur dire ces 2 matchs-là va avoir un problème. D'accord. Donc là, je ne crois pas à la coïncidence. Je me dis, moi, j'ai eu l'info, elle a dû sortir ici et là. Je pense savoir comment elle est sortie dans certains cercles. Donc ça fait que je ne suis pas le seul qui a été au courant. Et je peux même vous dire qu'à l'étranger, pour un dossier plus global de certains matchs truqués en France, je sais que certains travaillent le sujet depuis un moment, quoi. Donc, si on parle de Ligue 2 et nationale. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas d'autres matchs de Sochaux à mes connaissances, d'ailleurs, au passage. Est-ce qu'on pourrait comparer cette affaire avec celle de Nîmes qui était survenue il y a quelques années à propos de matchs truqués? Il y a celle de Fréjus-Saint-Raphaël, surtout, moi, je me rappelle, il y a quelques années. Après, toutes les années en France, les fins de saison, elles sont, on va dire, compliquées, pour parler gentiment. D'ailleurs, il faut remercier l'Argel pour l'intégrité de ce sport, donc l'Argel qui contrôle les paris en France. Parce qu'on ne peut plus parier sur le national, et les matchs de fin de saison de Ligue 2 sans enjeu sportif pour une équipe, on ne peut plus non plus. Donc ça, c'est une mesure de prévention que je trouve utile. Par contre, ce que je ne comprends pas, pas du tout même, c'est pourquoi la Fédération française de foot a refusé de mettre des mesures en place de prévention, notamment sur les fins de saison contre les matchs truqués, alors que des gens qui travaillaient dans des organisations anticorruption au niveau international les ont contactés pour mettre ça en place. Pourquoi la Fédération ne l'a pas fait? Ça, par contre, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais je trouve ça très curieux. Donc il faudrait faire une recommandation à la fédération à l'avenir de vraiment mettre le paquet sur la prévention pour les fins de saison. Je vais même dire plus, il faudrait que quand la fédération est avertie de matchs truqués, pas par moi, mais par des gens vraiment qui représentent l'autorité, ces dernières années, qu'ils arrêtent d'enterrer le dossier. Parce que moi, honnêtement, je prends ça, soit vous êtes complice, quelque part vous êtes complice, et je suis très étonné que ces affaires-là ne sont pas encore sorties en France, parce que c'est quand même un motif pour moi, de démission pour le président de la Fédération française de foot. On est champion du monde. Vous êtes contacté personnellement par des gens très importants pour vous dire il va y avoir tel score ce soir, le match est truqué, faites quelque chose. Oui, vous inquiétez pas, on gère. Ces gens-là ont vérifié, ils n'ont rien fait, ils ont enterré le dossier. Mais c'est gravissime. Pour moi, le président de la Fédération, il devrait dégager. Il devrait démissionner. C'est inadmissible, ça. C'est inadmissible. Cette affaire-là est inadmissible. Je parle pas pour celle-là, hein. Je parle d'il y a quelques années. C'est inadmissible. Mais non, visiblement, ça gêne personne, ça choque personne. Bah écoutez, moi, ça me choque. Alors, c'est vrai que quand vous avez fait la vidéo, vous aviez conscience que ça allait atteindre de telles proportions, comme vous l'avez indiqué, des menaces. Je trouve que ça a été gentil encore. Oui. Mais, oui, non, mais ça, après, il y a beaucoup de gens, ils acceptent tout pour leur club, etc. Ça fait partie du truc, c'est pas ça qui me gêne. Quand, par contre, je vois l'Est républicain me cracher à la gueule, alors que moi, j'ai pas de problème, je peux même leur filer le dossier. Parce que moi, je veux pas mon nom, j'en ai rien à cirer de mon nom. Il y a tous les journalistes qui m'ont aidé, s'ils ont besoin d'aide, moi, je leur file de l'aide là-dessus. De voir l'Est républicain me cracher à la gueule en imaginant que j'invente ça pour faire du buzz sur des matchs de Sochaux et Rodez, alors que je travaille pour le New York Times et CNN de temps en temps quand même, bon, faut pas se foutre de la gueule. Me faire passer pour un fanfaron, faudrait regarder ce que j'ai fait j'ai pas que sacrifié ce que j'ai fait depuis 10 ans pour une affaire comme ça. Enfin, je suis pas sadomasochiste, quoi. Oui, Faut m'amuser à sortir des trucs, non. J'en sors, je suis sûr de moi. C'est vrai que vous avez écrit plusieurs ouvrages, il faut quand même le rappeler également. Et c'est sûr que c'est un peu ce qui circule aussi sur les réseaux en ce moment. C'est il a envie de faire du buzz, c'est pour ça qu'il sort ça. Donc je parlerai du PSG si je veux faire du buzz. Je parlerai pas de national et je parlerai pas de choses qui vont, à part des embrouilles, ça va rien m'apporter, quoi. Et puis la seule affaire que j'ai parlé de match truqué dans ma vie, elle a débouché sur une enquête criminelle en France. Et normalement, il y aura bientôt les inculpations. Donc à partir de là, c'est ce que j'appelle des faits. C'est une affaire en Tunisie.
mais ça implique Ouais. des parieurs en France. Et l'équipe en a parlé, la BBC en a parlé, etc. La police française a confirmé une enquête, etc. Donc, de par ce que j'ai fait, il y a eu l'ouverture d'une enquête criminelle. Donc, à partir de là, je demande juste régler ça. Si j'étais un mythomane, vous pensez sincèrement que la police ouvrirait une enquête en vérifiant? Je pense pas. Ils Je ont autre pense chose à pas. foutre. Je pense que la police ouvre des enquêtes quand il y a des choses, à mon avis, sérieuses. Vous pensez Bah, sincèrement que les autorités auraient prévenu la FFF? Que l'Argel aurait prévenu la FFF s'ils n'avaient pas confiance en ce que je leur disais, ce que je leur ai montré? Ah. Et qu'ils auraient prévenu le parquet? Franchement. Est-ce que des gens se sont posé la question de se dire que les autorités en France auraient pris le risque de mettre, donc d'en parler à la justice et à tout le monde s'ils n'étaient pas sûrs de ce que j'ai envoyé, franchement? et c'est- En fait, pas que ça m'énerve, je peux comprendre le doute. Enfin, ça, quelque part, ça me choque un peu, quoi. Quand je vois l'Est républicain, ce qu'ils ont fait, je me dis, putain, c'est niveau journaliste, c'est assez de faire des attaques personnelles. Alors que moi, j'ai rien contre l'Est républicain, je suis quand même pas de journaliste, mais j'ai trouvé ça minable, quoi. Alors c'est vrai que dans la vidéo, vous avez expliqué aussi justement qu'en Asie, on peut parier des grosses sommes sans pour autant être inquiété. Bon, ce qui peut pas être le cas en France. Et tout viendrait sans doute de l'Asie. C'est ça que vous expliquez? Il y a 75% du marché des paris qui se passe en Asie. Alors, donc évidemment, mais là, c'est surtout que je sais que c'est en Asie, parce que, encore une fois, il y a des choses que je peux dire publiquement et que je peux montrer. Là, moi, j'y suis allé de manière très, très calme pour commencer. Alors, voilà, juste pour pas que l'affaire soit oubliée, c'est tout. Mais évidemment que dans le dossier, je sais pourquoi j'ai parlé d'Asie, parce que j'en suis certain. Je sais comment ça se passe un minimum. Je vais vous donner un exemple. En Bulgarie, le club de Vereya, c'est un club de première division. Bon, là, il y a eu des communiqués il y a 3-4 semaines. Ce club a été exclu de la première division bulgare pour match truqué. Et derrière, c'était en effet un groupe chinois, pour le cas, qui truquait, etc. Donc, ça fait que tous les matchs quasiment de cette équipe étaient truqués. On parle de première division quand même. Ouais. En Albanie, le champion Skanderbeg, après 10 ans de suspension par la fédération albanaise, donc un rapport exclusif de l'UEFA, une enquête que j'ai de plus de 80 pages. Si quelqu'un veut le lire, je le renvoie, il n'y a pas de problème. La personne qui s'occupait du réseau de matchs truqués, c'est l'ancien ministre des Finances. Alors, conclusion de l'UEFA. Ils ont reçu des menaces de mort, etc. Donc, il ne faut pas dire que les matchs truqués n'existent pas. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a une relation avec le marché asiatique. Parce que c'est la jungle en Asie. Vous pouvez faire. C'est triste ce que je vais dire, mais je le sais de sources sûres, parce que c'est quand même les gens qui travaillent contre la corruption là-bas, m'ont dit on peut parier des 200 000 euros de manière anonyme. Mais vous vous rendez compte, 200 000 euros avec des cotes à 4-5 et après, vous récupérez 1 million. Avec l'argent en cash, vous ne savez pas d'où vient l'argent. C'est pas étonnant qu'il y ait des triades qui sont dans les paris, quoi. Moi, je parle uniquement de ce que je sais. Par contre, dans les paris truqués en Asie, vous avez la Thaïlande, c'est un repère assez sympathique. Singapour, c'est pas trop mal. Vietnam. Mais non, moi, je connais pas les propriétaires du CSO Chaumont-Béliard. Donc jamais de la vie, je vais accuser. Et ça, par contre, c'est un raccourci qu'on peut faire en disant, voilà, ils sont chinois, donc forcément le marché asiatique. Je dirais qu'ils ont une gestion catastrophique de Sochaux, c'est pas parce qu'ils gèrent très mal le club, qui sont aussi des escrocs et des margoules. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était juste une boutade d'Arthur, bien évidemment. Oui, Non, mais je fais évidemment. gaffe parce que après, vous avez raison, mais parce que voilà, il y en a qui me l'ont dit, machin, tu dis ça, qu'ils sont chinois. Bah non. Après, Non, et en plus, ça peut être des gens de Grenoble, eux, ils peuvent avoir rien à voir là-dedans. Mais tout à fait. Je le redis. Pour truquer un match, quand vous avez le score, par exemple, là en France, il y a eu des interpellations et des mises en examen pour des gens qui ont parié, donc c'est des paris illicites, sur un match algérien, un match qui était arrangé. Sauf qu'ils ont parié sur le score exact. Quand vous avez le score exact, les deux équipes se sont arrangées à 99%. Ouais. Quand vous avez un écart de but ou simplement une équipe qui va gagner, ça peut être soit des joueurs, ça peut être aussi un arbitre, mais ça peut être qu'une seule équipe potentiellement. Et pour connaître des affaires dans les pays de l'Est où ça s'est passé, souvent ça se passe comme ça. Donc là, je pense, il y a une équipe, je pense, qui n'est pas au courant. Sochaux ne peut ne pas être du tout au courant et n'avoir rien à voir dans l'histoire. Comme Rodez contre le Duchère. Non, moi c'est bon. Alors, moi, ça va Vas-y. être une question complètement hors sujet par rapport à ce qu'on parle en ce moment, mais c'est juste pour savoir si vous avez un petit peu suivi la saison de Sochaux, est-ce que vous en avez pensé au niveau sportif? Bah déjà bravo pour le maintien, parce que moi quand Baskonia était arrivé, vu les gens qui géraient Baskonia, vous connaissez mieux que moi, et David Vizcano, etc., Oh oui. j'avais dit oh là là, parce que là en termes de Margoulin, David Vizcano, ça se place quand même à un certain niveau quand même. Vous voulez que je vous le dise? Moi, je l'ai vu plusieurs fois, vas-y, David allez. Vizcaino en vrai. Et à chaque fois, quand on l'a vu, parce que moi je suis socio-chaud, quand on a fait la restitution publique le 18 mai 2018, qu'on avait découvert David Vizcaino avant tout le monde, qu'il avait sorti des fuck el chino dans l'hôtel, on savait déjà que ça allait commencer les magouilles. Ah mais les menaces par Facebook, ça c'est génial. Il menaçait, mais je crois qu'il avait menacé
des fans socialiens aussi, si je dis Oui. pas de bêtises. Oui. Pas de Planète Sochaux? Pas de... Si, il y a eu des menaces de Planète Sochaux, mais c'est surtout David Gerbert, un agent de joueur, qui avait menacé des personnes de Planète Sochaux et qui a pris des amendes et puis des condamnations pour diffamation. C'est exceptionnel tout ça. Mais bon, sportivement, moi, du peu que j'ai vu, puis que j'ai quelques amis quand même un peu au club aussi, c'était super mal engagé au final avec ces gamins, plus quelques renforts cet hiver. Et j'imagine aussi qu'Omar Daf a eu une grosse influence là-dessus. Vous vous maintenez en faisant, voilà, par exemple, la victoire que vous faites à New York. Bon, New York est la pire équipe de la deuxième partie de saison, mais par exemple, il fallait l'avoir, quoi. Oui. Donc maintenant, j'ai juste un peu peur sur le bilan financier et autres. Donc j'espère pour Sochaux que tout rentrera dans l'ordre, mais avec un club aussi mal géré, avec autant de tempêtes qu'il y a eu cette année, arriver quand même à se maintenir. Bon, déjà, ça veut dire que la Ligue 2 est très faible, avec tout le respect que j'ai pour Sochaux. Mais ça veut dire aussi que les mecs, ils ont pas lâché. Donc mentalement, le groupe, il a quand même été fort parce que c'était quand même un sacré bordel. Enfin, vous connaissez mieux que moi, mais moi, j'y vois de loin. C'était pas garanti, quoi, le maintien avec cette équipe-là, quand même. Oui, on va dire c'est miraculeux. Vu tout ce qui s'est passé dans la saison, c'est quand même assez miraculeux. Ouais, mais c'est comme Nancy. Nancy, au final, finalement, ils ont fait une très bonne fin de saison. Je pense aussi que, après, vous connaissez mieux que moi, mais il y a eu 2-3 mecs très importants, des jeunes qui ont réussi à se révéler. Je pense que Molo vous a fait quand même aussi pas mal de bien depuis cet hiver. Oui, et on aimerait bien qu'il reste la saison prochaine. Ouais. C'est pas Mais gagné. ça lui ferait du bien de rester, hein, parce qu'au final, Sochaux le relance complètement aussi. Voilà, je trouve que c'est beau quand même que Sochaux se maintienne, parce que si ça avait été une descente, je pense que c'était quasiment la fin du club, malheureusement, quoi. Après, on verra ce que ça va donner. Pour la DNCG, les dirigeants socialiens apparemment ne sont pas forcément inquiets. Après, on ne sait plus. En fait, on ne sait plus vraiment qui a le club parce que en fait, Tech Pro avait une dette et apparemment, ça serait peut-être Nenkin qui aurait pas repris la dette, mais en tout cas récupéré son dû. Donc, on ne sait plus trop qui est le propriétaire. C'est un jeu de piste, le FC Sochaux-Montbéliard et les propriétaires. Qui dirige, on ne sait pas trop. C'est génial quand même. Enfin, quand on est extérieur, on regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, comment ils ont fait ça? Enfin, c'est terrible pour les supporters, enfin, pour tous ceux qui aiment ce club, je trouve ça terrible. C'est pour ça que les sociaux chauds et autres, j'espère que ça aura l'impact que ça aura, parce que c'est vraiment une excellente idée d'avoir des gens qui ont le club dans leur cœur et ses meilleurs intérêts, qui puissent au moins être au conseil d'administration. Je pense qu'en termes de garde-fou, ce serait une très bonne chose pour ce club historique du foot français. Oui, des acteurs locaux, on pense tous que c'est une bonne chose. Surtout les fans. Exactement. Socio Show, c'est clé pour moi. J'espère vraiment que ça ira beaucoup plus loin. Et on espère aussi, moi qui suis membre de Socio Show, j'espère que nous mettrons tout ça en place et qu'on aura de soutien pour pouvoir réussir tout ça, de tout cœur. Mais honnêtement, vous le méritez, parce que vous avez les meilleurs intérêts de votre club dans le cœur, et je ne pense pas que c'est le cas de beaucoup de gens qui malheureusement font partie de l'équipe dirigeante, notamment Baskonia. C'est surtout qu'on est là, qu'on voit beaucoup de personnes parler mais sans rien faire, et donc nous on a décidé d'agir. On a pris le risque, on a beaucoup de soutien et on espère que ça continuera encore longtemps. Mais tous mes vœux, c'est beau, et je pense que d'autres clubs français d'autres fans français devraient s'en inspirer. Quand je vois certaines gestions de clubs, j'espère que Socio Show inspirera aussi d'autres personnes. Merci. On l'espère en tous les cas, et on vous remercie beaucoup, Romain Molina, d'être intervenu. Moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole, etc. Ça, je pense que si certains ont écouté, au moins ils verront que j'ai absolument rien contre le FC Sochaux-Montbéliard, bien au contraire. Bien au contraire. J'espère qu'ils l'auront bien compris, parce que c'est vrai que ça a déchaîné un petit peu c'est vrai, les passions. J'ai vu, mais bon, laissons la justice faire son boulot, je pense qu'elle a suffisamment de quoi le faire. Et en espérant que la fédération aussi s'y mette un peu et ne fasse pas du genre non, ça n'existe pas. Voilà. Merci en tout cas à vous de m'avoir donné la parole, c'est très gentil. C'était un petit peu normal. Merci beaucoup, Romain Molina, et puis on vous contactera bien évidemment s'il y a d'autres choses justement se rapportant à cette histoire, et ou aussi à d'autres choses qu'on aimerait traiter ici dans cette émission. Je vais juste vous demander de rester 1 ou 2 secondes au téléphone, il faut juste que je vous dise quelque chose hors antenne. Pas de souci. Merci beaucoup, Romain Molina, bonne soirée à vous. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. C'était Romain Molina qui revenait justement sur l'affaire qu'il avait dévoilée il y a quelques jours sur notamment des matchs peut-être arrangés ou pas du tout. Donc la justice fera son chemin, mais on se devait de donner la parole aussi également, même si on a reçu aussi nous sur la
la page Facebook on va pas dire réprimandes, mais quelques personnes qui nous ont demandé pourquoi on invitait Romain Molina. Eh bien, c'est normal aussi, on donne la parole à tout le monde. Bien évidemment, on est ici 50 000% socialiens, personne ne peut en douter, mais on doit aussi donner la parole, faire avancer les débats, et c'est un peu cela qui nous anime également. Et ce on va en parler parce que ce club, on l'a dans le cœur, comme on le disait, et avec Arthur. Et on va on va en reparler parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. On va parler un peu de Sochaux, mais c'est vrai que vous l'avez remarqué, il y a moins d'infos. Bien sûr, le championnat est donc terminé. Mais il y a quelques informations, notamment sur la Ligue 2 avec le Mercato, parce que vous savez que le Mercato a commencé déjà en Ligue 2, avec par exemple du côté du Red Star qui est relégué cette saison, avec Grégoire Lefebvre qui va sans doute partir. On parle d'un intérêt du Paris FC, et nos confrères de l'équipe évoquent aussi des convoitises de Troyes et de Nancy. Donc c'est vrai qu'il est en fin de contrat, il a passé 3 saisons avec le club du Red Star, il était formé à la JO Auxerre. Et il sort d'une belle saison, 31 matchs, 1 but. Donc on verra où va justement Grégoire Lefebvre du Red Star. Clément Michelin qui partirait du côté, qui irait plutôt du côté de Lens. Et le RC Lens, pour le moment, le RC Lens ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Alors il y a déjà les arrivées de Yannick Cahuzac et Emmanuel Pérez qui n'ont toujours pas été officialisées. Donc le club lensois aurait également fait signer Clément Michelin, le défenseur de Toulouse, qui ne coûtera rien parce qu'il est libre en fait. Et dans le sens des départs, Cheikh Doucouré, l'une des révélations de la saison, plaît lui en Ligue 1, et selon la Voix des Sports, nos confrères, le milieu serait dans le viseur de Nice et notamment de Rennes. Donc affaire à suivre. Pascal Duprat vers la Ligue 2, peut-être. Pascal Duprat, l'ancien entraîneur d'Évian, forcément pas un bon souvenir pour Sochaux. Le technicien est passé par la Ligue 2 lorsqu'il coachait l'Évian Thonon-Gaillard, et il pourrait retrouver un banc dans l'antichambre du foot français. Ça se passera peut-être du côté de Guingamp, qui vient de se séparer de Jocelyn Gourvenec. Donc on verra dans les semaines à venir si c'est le cas ou pas, si Pascal Duprat retrouve un banc. Joris Correa qui arrive du côté d'Orléans, c'est le meilleur buteur de Chambly en National 1 à Chambly, on aura l'occasion de revoir, de voir la saison prochaine en Ligue 2, avec un ancien joueur du Racing Besançon, Guillaume Decker, qu'on aura bien sûr dans cette émission. Et donc le meilleur buteur de Chambly, Joris Correa, arrive du côté d'Orléans. Un retour cette fois-ci de Nathaël Dieng du côté de Rodez. Nathaël Dieng pourrait bientôt faire son retour du côté de Rodez. C'est les informations du Centre Presse Aveyron. Le défenseur isérois pourrait être libéré de son contrat par le GEF 38 pour s'engager dans la foulée par le club entraîné par Laurent Perlade. Brest, on en parlait, un accord trouvé avec Olivier Dalloglio, l'ancien entraîneur de Dijon. Bon Arthur, alors Dalloglio à Brest, c'est une bonne chose ou ça va être compliqué si Brest n'a pas forcément les moyens de la Ligue 1? Alors moi je vais te poser la question mon petit Fred. Est-ce que Dijon avait les moyens quand Olivier Dalloglio est arrivé à Dijon comme entraîneur principal ? Peut-être pas, je ne sais pas. Eh ben non, il n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour pouvoir continuer à pouvoir être performant en Ligue 2, et il a trouvé la solution en faisant pas mal de pioches en CFA, en National, et ça a été c'était un choix, un pari qui s'est trouvé avéré concluant. Et je pense que Olivier Dalloglio, au vu du budget de Brest et puis des performances et de l'effectif du club, convient parfaitement Olivier Dalloglio, puisque avec un attirail offensif qu'ils ont, plus le budget qu'ils possèdent, il pourra faire beaucoup de bien à l'équipe, surtout qu'avec le jeu qu'il avait à Dijon l'année dernière et pas celui de cette année à cause des problèmes de préparation physique, il avait toujours réussi à faire beaucoup de choses à Dijon, il avait beaucoup œuvré, et pour moi c'est l'homme de la situation et l'entraîneur que devrait signer Brest. S'il ne signe pas à Brest, il irait vraisemblablement à Amiens. Bon, un accord est trouvé, donc à mon avis, l'officialisation devrait intervenir très prochainement. Mais c'est vrai, tu l'as rappelé, quand un club n'a pas forcément de gros moyens, il faut être malin et savoir faire de bonnes recrues, bien recruter, c'est très important. C'est vrai qu'Olivier Dalloglio l'avait fait du côté de Dijon. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que Dijon s'est effondré. Je pense qu'il aurait fallu le garder encore quelques mois à la tête de cette équipe du DFCO, car il faisait un bon travail.
Pablo Chavaria, qui ne sait pas où il sera la saison prochaine. On annonce peut-être un retour du côté du RC Lens. Donc l'Argentin va se pencher forcément sur son avenir. On verra où c'est qu'il ira. Première recrue cette fois-ci pour Nancy. Nancy a trouvé son attaquant Andé Dona Endo, le joueur qui arrive de Niort. Il était en fin de contrat avec les Chamois niortais. Bonne pioche ça, Andé Dona Endo. Au vu de la première partie de saison qu'il a fait avec Niort, je pense que oui, il a 32 ans, il a encore un bon niveau devant lui, il a l'expérience de la Ligue 2 et possède le profil qui est nécessaire à Lens. Donc si il venait à monter, ce serait une excellente opportunité de rotation d'avoir Andé Donando. Maintenant, il faut savoir comment Niort va le remplacer parce que c'était quand même l'atout offensif du club avec les départs nombreux en attaque depuis 2 ans. Allez, on parle un petit peu des barrages cette fois-ci, les barrages Ligue 1, Ligue 2 avec bien évidemment le DFCO qui se déplacera du côté du Racing Club de Lens. Ce sera ce mardi 28 mai. Et il y aura bien évidemment le match retour ce dimanche, 28 mai, ce dimanche 2 juin, du côté du stade Gaston Gérard. On annonce déjà pratiquement 40 000 en tout cas, spectateurs, supporters, tout mélangé du côté du stade Bollard. Donc c'est chaud d'ambiance. Hein. Oh oui, surtout qu'on a vu que Lens avait réussi à montrer qu'ils avaient toutes les capacités pour pouvoir essayer de grappiller cette montée. Après, il reste comme une équipe de Dijon qui n'est pas non plus à prendre à la légère malgré la saison qu'ils ont faite. Et je pense que ce sera le moment opportun pour Dijon de se relancer et de montrer qu'ils ont la carrure de pouvoir rester en Ligue 1. Après, c'est à voir parce que si en cas de maintien du DFCO, Antoine Kombouaré sera maintenu et sera prolongé d'1 an automatiquement. Et je ne sais pas si ce serait la meilleure solution pour Dijon, lui qui n'est pas forcément le profil requis au club bourguignon. Eh bien, on suivra ça avec intérêt et il y aura un forfait et un suspendu pour cette équipe de Dijon. Romain Malfitano sera suspendu pour le match aller. Julio Tavares, lui, sera absent apparemment sur les 2 matchs car apparemment il souffre du ménisque au genou. Et il y aura toujours Valentin Rosier qui sera absent et on devrait vraisemblablement voir Fouad Chafik jouer les 2 matchs en tant que défenseur droit ou peut-être, on l'espère, au moins un match de Michael Alphonse. Alors, on va regarder ce que déclarait Antoine Kombouaré, qui connaît forcément le Racing Club de Lens. Ils font confirmer sur les 2 matchs de barrage contre Lens, ça sur les 2 matchs qui vont venir Lens, qui va être un adversaire très coriace. Je connais bien le stade et le public, mais l'équipe a complètement changé. On va dans une terre de foot et Bollard, ça va être exceptionnel. J'ai vu leurs 2 matchs de pré-barrage, c'est une équipe solide, athlétique et puissante. Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt. Et il y aura aussi les barrages Ligue 2 nationale. Et ça sera entre Le Mans qui va jouer complet aussi. On attend 22 000 personnes du côté de la MMA Arena, du côté du Mans. Et ça va être le retour peut-être du Mans en Ligue 2. Mais il y a aussi une équipe en face, le Gazélec Ajaccio. Donc le match aller aura lieu ce mardi. Le match retour également ce dimanche. Je crois qu'il y a un quart d'heure d'écart. Ça doit être à 20h45 ce dimanche. Donc on voit qui, Arthur, là, entre justement Le Mans et le Gazélec. 2 équipes qui ne sont pas forcément sur les mêmes dynamiques. Eh ben écoute, moi je suis très partagé pour ce match parce que d'un côté, on voit le Gazélec qui a quand même une équipe pas folichonne du tout sur le papier, avec quand même une saison un petit peu décevante. Je vais essayer de retrouver ce que j'avais dit dans un article sur le bilan de la Ligue 2, puisque j'avais fait un bilan de toutes les équipes, donc je vais te retrouver ça tout de suite. Mais pour moi, avantage Gazélec avec leur expérience et puis le niveau de l'équipe, mais cette équipe du Mans peut nous faire mentir, sachant qu'ils ont réalisé une belle saison pour les mettre Laval de côté alors qu'ils possèdent le plus gros budget national. Donc pour le Gazélec Ajaccio, j'ai dit que le plus dur était à craindre pour le Gaz. Devenu barragiste lors de la dernière journée suite à sa défaite face à Paris et la victoire de Sochaux, le club voit sa saison prolongée pour une semaine de plus. Une défense démunie, une attaque peu performante, rien n'allait dans le jeu ajaccien. Pourtant, au vu du recrutement effectué avec Alexandre Koff, Jimmy Roy ou encore Julian Palmieri, on pouvait s'attendre à voir le GFCA jouer les troubles faits en première partie de tableau. Confronté au Mans les 23 et 27 mai, donc ça a été prolongé, ça a été reporté depuis, le national est encore possible pour les hommes d'Hervé Della Maggiore, division que le club a quitté il y a 5 ans. Merci pour toutes ces infos, Arthur. Et on va écouter quelque chose qui est passé sur l'équipe 21 et qui m'a bien fait rire la dernière fois. Et moi qui m'a bien énervé.
Ouais, moi j'en ai souri parce que c'est quand même c'est un petit peu pas dramatique parce qu'il y a des choses plus graves que, que le football, bien évidemment. Et on écoute. Allez, écoutez, puis vous allez ensuite, vous pourrez nous donner vos avis. Sochaux se maintient lors de la dernière journée. Sochaux s'impose contre Grenoble. Vous allez voir les 3 buts sochaliens inscrits par Verdon, Bayala et Toundi. C'est donc Béziers qui descend. Le Gazélec Ajaccio est barragiste et affrontera Le Mans pour se maintenir ou descendre en national. Que Sochaux se maintienne, là encore, on est un peu dans la même question que Lens. C'est un club historique. C'est très différent. Ça vous regardez les images. Hein. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a personne. Il y a personne. C'était à huis clos. Je me pose la question parce qu'à un moment donné j'ai entendu à huis clos. Est-ce que c'était une sanction? Alors, on est troublé par. Ah bah non, mais là, par le bruit de fond. J'espère que c'est à huis clos là. Alors oui, parce que là, vous nous, parce que là c'est grave. Hein. Oui, mais les télés avaient toujours de. Non, pour réchauffer les images, nous avons toujours l'ambiance du Maracana et en effet, nous étions à Bonal. Si c'était à huis clos, il y a rien. J'en ai plus le souvenir et toutes mes excuses. Mais cela étant dit, il y a peu d'ambiance à Sochaux. Alors des clubs historiques, il y en a un paquet en Ligue 2, même en National. C'est à huis clos. Hein. Voilà, bon, donc. C'est très, très différent. Mais cela étant dit, si on va chercher qu'on appelle ça, le nombre de spectateurs cette saison, les affluences, c'est pas extraordinaire. Dire qu'il n'y avait personne alors que le match était à huis clos. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire. Le match est à huis clos. Oui, il était à huis clos. Il était à huis clos. Merci Giroud. Le match était à huis clos et j'ai du mal à comprendre que les journalistes de l'équipe 21 ne soient pas au courant que ce match était à huis clos. C'était quand même assez fort cette info. Et oui, Sochaux est un club historique et restera un club historique, monsieur Taragon. Et oui, Monsieur Tarago, qui quand même, je trouve, fait quand même preuve d'incompétence, puisque normalement, un journaliste devrait savoir ce qui se passe dans l'actualité du football professionnel, surtout quand tu es l'équipe du soir et que tu parles. C'est son travail. Voilà, c'est son travail. Il devrait savoir que le FC Sochaux a été condamné à un match de huis clos par la fédération qui l'a purgé face à Grenoble, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'ambiance dans le stade. Et je ne suis pas d'accord pour cette histoire d'il n'y a pas d'ambiance à Sochaux. Face au Red Star. Hein. Voilà, parce que tout simplement, il a négligé le fait que pendant plus de 10 mois, les associations de supporters telles que la TNS, les Boys ou le Supporter Club, en partie, du Supporter Club, pas tous, ils ont décidé de boycotter le stade. C'est pour ça qu'il n'y avait plus d'ambiance. Si il a décidé de ne pas regarder Sochaux pendant tout le reste de la saison, c'est son droit, on respecte, mais qui sache quand même son sujet, sachant que depuis que la TNS est arrivée, il y a une très belle ambiance à Bonal. Je peux le confirmer, j'étais témoin, Fred aussi, et je ne suis pas d'accord avec ses propos. Et quand je vois d'autres personnes qui ont décidé de prendre la parole pendant l'équipe du soir, dont par exemple Karine Galli, qui de plus en plus commence à m'agacer quand elle part de Sochaux, parce qu'elle est toujours soit à côté de la plaque, soit en train de descendre en flamme le club, alors qu'elle n'est pas forcément bien placée pour parler. Elle est toujours à vouloir dire tout et son contraire, sachant que pour le moment Sochaux n'est pas en danger sportivement, parce qu'ils se sont maintenus. Et le problème que je dirais de l'équipe du soir, c'est vraiment, ils ont fait cette erreur de ne pas connaître leur sujet, et pour moi c'est quand même très inquiétant au niveau du professionnalisme, et savoir qu'ils ne font pas leur travail correctement pour ce sujet. Et même je pourrais être même pas supporter de Sochaux, et même si je sais le truc, moi ça me choquerait personnellement. Oui, c'est vrai que c'est assez bizarre. Après, bon, ne leur déplaise, hein, Sochaux est toujours là, il sera encore là la saison prochaine. Et puis moi, je les invite même à venir au stade Bonal. Je leur paye même leur place s'ils veulent. Bon, ils sont en presse, normalement, il n'y a pas de souci, mais je les invite à venir, parce que parler comme ça, bien sûr, il y a forcément moins d'affluence du côté du stade Bonal, mais ça paraît normal. C'est comme tous les clubs qui sont en Ligue 2. On n'est pas en Ligue 1, donc forcément, il y a sans doute moins de monde, mais les fidèles sont toujours là, donc ne leur en déplaise. On est quand même présent au stade, et il y a une superbe ambiance. Et bien sûr, comme tu le rappelais, Arthur, il y a eu un boycott aussi
des tribunes les plus actives. Donc forcément, il y avait moins d'ambiance ces temps-ci, mais l'ambiance est revenue. Donc je les invite fortement à revenir du côté du stade Auguste Bonal pour suivre ça dès la première journée, la saison prochaine. Oui, et je tiens quand même pour terminer à préciser et ajouter que les associations de supporters se sont réunies pour créer un événement sur le parking du stade pendant le match pour pouvoir se rassembler et aider le club, parce qu'ils ont quand même, de la part du témoignage d'Omar Daf la semaine dernière, ils ont entendu tous les supporters chanter et crier, donner de la voix depuis l'extérieur du stade pour supporter leur équipe, et ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir être présents au match, pour le maintien, même s'ils ne pouvaient pas être en tribune. Il y a eu un écran, il y a eu des festivités, tout était présent, et pour ça, je dis bravo et respect à tous les organisateurs et toutes les personnes qui étaient présentes au stade ce soir-là. Et oui, on était présents. D'ailleurs, je leur ai répondu sur la vidéo. J'ai répondu et je leur ai même mis les vidéos qu'on avait faites. Et alors, je ne sais pas après s'ils les ont vues ou pas, mais il y avait quand même une superbe ambiance. Donc, elle n'était pas dans le stade forcément à cause du huis clos, mais elle était à côté. Donc, messieurs, dames, regardez. Soyez curieux et puis allez voir aussi, et je pense qu'il faut s'intéresser à tous les clubs, il n'y a pas que les gros clubs, il faut s'intéresser aussi aux autres clubs, à la Ligue 2, la Ligue 1, après ça fait aussi partie un petit peu de leur boulot. Nous on est des bénévoles ici, on n'est pas rémunérés pour ça, mais on s'intéresse au sport en règle générale, et on s'intéresse à tous les sports quand on fait cette émission, donc bon, allez, on en parlera un petit peu mieux de Sochaux la prochaine fois, l'équipe 21. Je vous ai à l'œil. On va refermer cette page Ligue 2. Juste un dernier truc. Oui, vas-y. Non, on va juste terminer cette page Ligue 2 et Sochaux en disant juste bravo à Jean-François Bonnet pour toutes ces années à la présidence du Supporter Club, qui a décidé d'arrêter la présidence. Et ce sera un nouveau conseil d'administration qui sera nommé le 8 juin à 16h au local du Supporter Club, et je voudrais quand même apporter et dire félicitations à tout ce qu'il a fait pendant plus d'une dizaine d'années pour le Supporter Club, et qui prend une retraite bien méritée. Bravo et bon vent pour la suite. Oui, comme tu l'as dit Arthur, bien mérité, car il a œuvré justement au SC pendant des années et des années. Donc il a géré beaucoup de choses, parce que c'est compliqué aussi de gérer un supporter club. Il gère les déplacements, il gère aussi les places, enfin bref, il gère beaucoup de choses avec d'autres personnes bien évidemment, mais en tout cas c'est un fidèle du club jaune et bleu, et on le salue bien amicalement, on lui souhaite une bonne retraite, mais on sait très bien qu'il sera pas très loin du stade Bonal, il sera toujours là, et il veillera toujours au grain, même s'il n'aura plus la responsabilité de président. Après, il y a des fois où il faut passer la main, où la vie évolue, et puis on a envie aussi de se reposer, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Mais après, quand la passion est là, le temps ne compte pas. Exactement, on compte plus les heures, mais c'est fatigant aussi également. Et bravo à Jean-François Bonnet, et puis longue vie aussi au Supporter Club, bien évidemment. Je crois qu'on va clore cette page, et puis on va s'intéresser